Mesdames et messieurs, rebonjour. Vous nous retrouvez autour de la même table sur le bonus de l'émission Place aux experts. On va continuer parce qu'on avait des petites choses à défricher encore. Notamment, j'ai une question, Franck. Quand on crée un site internet, il y a plusieurs solutions techniques. Ouais. Le WordPress, Ouais. le langage, je sais pas comment on dit. Ce qu'on appelle le sur-mesure, c'est-à-dire qu'on Voilà. va développer directement, en grosso modo, on dit qu'on part d'une page blanche. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais on développe le site pour l'optimiser pour le besoin. C'est-à-dire que voilà, le WordPress, c'est bien, c'est, on va dire, 80% des sites, enfin, je sais pas les chiffres, hein, mais moi, en tout cas, pardon 42 dans le monde. Dans le monde, mais je parlais en France, et en tout cas pour moi, je parle pour mes clients. Maintenant, c'est 80% me demandent du WordPress. J'ai même plus mon mot à dire, limite. C'est, ouais, on aime bien WordPress. Bon, je suis spécialisé là-dessus, ça me dérange pas parce que c'est en PHP, c'est un langage de programmation, et je peux faire autant du sur-mesure que du WordPress. La différence, c'est que le WordPress, à la base, c'est fait pour du blog, on va dire, à la base. Hein. Maintenant, les développeurs, comme c'est on va dire que c'est de l'open source, c'est-à-dire que des développeurs ajoutent leur sauce à chaque fois et ça évolue, mais ça reste quand même un gros moteur, on va dire. D'accord. Où on n'utilise pas toutes les fonctionnalités, ce qui peut ralentir un peu le site, on va dire, ou créer des petites interférences pour pas parler trop technique. Tandis que le sur-mesure, on va vraiment l'adapter aux besoins, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas on va dire, de modules qui ne devront servir à rien. Voilà, la différence elle est là, et du coup, on va pouvoir faire quelque chose de plus optimisé, de plus rapide, mais forcément, les coûts... oui, parce qu'il faut le développer. C'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure beaucoup de propriété dans la précédente émission. Si un développeur fait du sur-mesure, est-ce que ce sur-mesure, il pourrait être mis dans l'ensemble WordPress ou pas? Et là, la question, elle est donc du coup, est-ce que c'est le développeur qui décide de prendre une utilisation qui est dédiée à un de ses clients et le mettre en commun là-dedans? Est-ce qu'il y a des droits? En fait, pour WordPress, je parle pour WordPress, oui, en fait, moi, j'ai jamais été confronté à ça parce que tout ce que je développe, je le donne au client. Enfin, ça appartient au client. Dans ma tête, j'avais pas de démarche, on va dire, juridique. C'est-à-dire que moi, c'était mon côté éthique qui parlait. Et pour moi, ça me semblait logique que tout ce que le client paye, bah, ça lui appartienne. D'accord. J'apprends petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience, que au final, non, pas forcément. Faut le préciser. Alors, moi, j'ai jamais eu de souci parce que j'ai jamais retenu un projet, un travail, ou j'ai jamais bloqué un client, même s'il partait avec un autre prestataire, etc. J'ai toujours tout fourni, que ça soit même, on parlait des noms de domaine tout à l'heure. Certains clients, même si on leur dit que c'est simple, non, faites-le, même pas. Et du coup, ils étaient au nom de la société. Mais une fois qu'ils ont changé, pour les transferts, je donnais les codes. Moi, c'est-à-dire que c'est un côté éthique, mais juridiquement, c'était pas. J'aurais pu, si j'étais quelqu'un de malveillant, on va dire, bah, j'aurais pu tout bloquer. Mais du coup, ça fonctionne pareil pour tout ce qui est développement, que ça soit module WordPress, etc. Il faut prendre en compte parce que par moment, peut-être qu'un client va acheter un plugin créé sur mesure pour sa plateforme, pour son site. Et au final, peut-être que le prestataire, lui, il va le faire payer le client, donc plein but, et derrière, il va le proposer, on va dire, mensuel ou payant, etc. Et du coup, il va encore gagner de l'argent avec ce que le client a demandé. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Alors, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai pas eu... de toute façon, pour être sincère, j'ai pas le temps de créer du plugin à revendre ou à mettre sur la plateforme, etc. Tout ce qui a été fait, c'est pour les clients, mais voilà, c'est que juridiquement, c'est important, et c'est vrai que cette émission, elle est bien pour ça, c'est que les clients savent pas tout ça. Et à la limite, même les développeurs à la base, quoi. Parce que moi, c'était à la parole, et puis je ne savais pas qu'il y avait tout ça au départ. Hein. Ça fait 13 ans que je... Donc, tu as bien fait de venir. J'ai bien fait de venir, je viens de l'apprendre tout de suite, là. Avec tous les contrats. Non, mais voilà. Okay. Donc, c'était important de... Merci beaucoup. Ouais. On va rester un petit peu avec Claire-Hélène. Quand on fait faire un site internet, tu vas nous en parler, mais je m'adresse aussi à ceux qui créent des sites internet, mais il y a des conditions générales d'utilisation. Pour les sites marchands, des conditions générales de vente, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est obligatoire, me semble-t-il. Oui, il y a certaines... voilà, dans
dans les sites internet, il y a certaines mentions qui sont aujourd'hui obligatoires. Alors, avant même les problématiques de conditions générales de vente, il y a déjà toutes les informations autour de l'entreprise qui est représentée par qui diffuse son site internet. Il faut savoir c'est mention légale, savoir qui est l'entreprise, qui est le directeur de publication. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent figurer sur le site parce que les personnes qui vont doivent savoir à qui en fait elles ont affaire. Si elles veulent une information, elles doivent savoir qui leur parle quelque part par l'intermédiaire du site. Et puis il y a un élément aussi qui est important dans les conditions légales, les mentions légales, c'est tout ce qui est relatif à la protection des données personnelles. Donc ça, clairement, c'est des choses auxquelles il faut penser. Maintenant, c'est obligatoire. Il y a des sanctions qui peuvent être lourdes, justement, en cas d'omission. C'est que dès lors qu'un site collecte des données personnelles, et données personnelles, ça va vite, hein, c'est un nom, un prénom, une adresse mail, une adresse, c'est une donnée personnelle. Il faut que un certain nombre d'informations soient données à la personne qui est sur le site. Il faut qu'elle sache justement que des données sont collectées. Il faut qu'elle sache pourquoi elles sont collectées et quelle utilisation est envisagée. Et puis, il faut qu'elles soient informées de leurs droits, qu'il y a un droit d'opposition, un droit de modification et un droit de rectification. Et ça doit apparaître quelque part dans le site dès lors qu'il y a de la collecte. Mais en fait, dans un site, il y a nécessairement quelque part de la collecte. Donc, même si elle est indirecte, elle peut être générée par le site, mais aussi indirectement, il y a de toute façon de la collecte parce qu'il y a des cookies, des mesures d'audience, etc. Les systèmes d'analyse. Donc tout ça, maintenant, ça doit faire partie du site, mais les concepteurs de sites comme vous, maintenant, on maîtrise, je pense, ce type de sujet, mais il faut aussi le savoir quelles informations on met. Oui, et ça doit pas être... Ça, c'est tout type de site. C'est pas des textes qu'on trouve sur le web comme ça. Il faut quand même faire non, il faut que ce soit quand même du sur-mesure. Voilà, il y a des propositions qu'on peut trouver, mais c'est quand même faire du sur-mesure en fonction de l'activité de l'entreprise et ce qu'elle va réellement faire aussi de ces données personnelles, parce que ça, c'est que du sur-mesure. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez les exploiter? Combien de temps vous les conservez? Ça, ça peut pas s'inventer, en fait. Et ça, c'est le thème d'une émission Place aux experts en général qui est déjà planifié. Céline, juste quelques petits mots sur le référencement. La stratégie, elle se fait comment? Par rapport à l'activité du client, par rapport à la taille de son entreprise, si c'est une vente en ligne, si c'est de la vente en ligne ou pas. Oui. Comment se fait le choix? Comment ça mature dans la cocotte minute là? Oui. Alors la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'assurer, lorsqu'on veut faire du référencement naturel ou même du Google Ads, qu'on ait bien un produit qui soit connu ou quelque chose auquel on peut se rattacher, une recherche en fait à laquelle on peut se rattacher, parce que c'est vraiment la base. Après, une fois qu'on a bien déterminé que il va y avoir des internautes qui vont chercher le produit ou le service proposé, on va partir sur une stratégie au niveau du référencement qui va permettre de déterminer quels mots-clés on va sur quels mots-clés on va vouloir se positionner. Pour ça, en général, je regarde plusieurs choses. Je regarde les concurrents, sur quoi ils sont positionnés, parce que souvent, ils ont déjà fait le travail à moitié, donc on va apprendre les bonnes pratiques chez les concurrents. Et ensuite, ce qui est important aussi pour moi, c'est le volume de recherche. Donc, combien de personnes vont chercher ce mot-clé. Malheureusement, dans les pratiques un petit peu malhonnêtes de référencement, ce qu'on peut parfois retrouver, ce sont des entreprises qui vont vous référencer, alors en première position, mais pour quelque chose qui n'est absolument pas cherché. Et du coup, ça ne vous ramène personne. Donc, l'important... Ils prennent des cases vides et ils vous mettent dedans, en fait. Voilà. Mais si les cases sont vides, c'est qu'elles ne sont pas utilisées. Voilà. Parce que c'est pas difficile d'être référencé. D'être produit sur un truc qui n'existe pratiquement pas. C'est ça. Souvent, c'est le nom de l'entreprise. C'est ça, avec le nom de votre entreprise. Ah, super. Ça va m'aider. Mais du coup, voilà, ça c'est quelque chose aussi que je voulais évoquer. Lorsque vous vous adressez à un prestataire, en tout cas de référencement naturel, pensez bien à avoir une idée du volume global de recherche auquel on va s'adresser. Combien de personnes cherchent ces mots-clés sur lesquels je vais être positionnée? Est-ce qu'il y a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes? Ça veut dire qu'on ne va pas du tout toucher le même public. Donc, super. Ok, merci beaucoup.
On va terminer avec Charline. J'ai entendu dire, parce que je suis un bon réseauteur et qu'un bon réseauteur est informé de ce qui se passe dans son réseau, j'ai entendu dire que tu travaillais sur une sorte de charte éthique des communicants. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler pendant quelques minutes? Oui, en fait, depuis le début de l'agence, on a été confronté à tout ce qui a été dit et bien plus parfois. Et au fil des recherches, on s'est rendu compte qu'en communication, on n'a pas vraiment de code déontologique. Il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des architectes, il y a l'ordre des experts comptables. Nous, il y en a pas. Alors bien sûr qu'il y a des associations, bien sûr qu'il y a des associations d'agences, il y a quand même des regroupements, etc. Mais chacun fait un petit peu à sa sauce. Et finalement, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ce qui est aussi, alors là où il y a un côté positif, c'est que un communicant qui n'a pas forcément pu faire d'études peut le devenir et être un super créatif et avoir accès au métier, et c'est aussi très chouette. Mais du coup, il y a tout qui se fait au même titre que toutes les pratiques tarifaires, etc. Donc au fil du temps, on s'est posé la question au sein de l'agence de se dire, mais comment, au moins à notre petite échelle, on peut faire preuve de nos bonnes pratiques. L'idée, c'est pas de dire je fais mieux que les autres. On a aussi nous-mêmes à balayer devant notre porte et encore régulièrement, on cherche comment progresser. Mais du coup, on a proposé à une consoeur, une autre agence qui a eu les mêmes problématiques que nous, à des générations différentes, parce qu'on n'a pas le même âge, donc dans des métiers et des régions différentes. Et on a commencé à réfléchir sur des points clés de nos métiers qui nous paraissent vraiment importants. Et cette charte, on est aussi en train de la co-construire avec un BTS, qui est le BTS Communication, qui est dans la région aussi, pour que ces réflexions... Dans la région de Grenoble. Dans la région de Grenoble, pardon. Pour que ces réflexions se fassent dès les études et que... parce que les futurs communicants, comme plein d'autres sujets, les jeunes étudiants, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont aussi envie de dire non. Il y a ça aussi dans nos métiers. Ils ont envie de dire non, ils n'ont pas envie de participer à ces pratiques qui parfois... je peux pas dire ancestrales parce qu'il y a beaucoup de nos métiers comme le numérique qui sont assez récents, mais en tout cas, c'est la volonté de faire bouger les choses. Et aussi la volonté de balayer devant sa porte. On a beaucoup utilisé le mot digital, par exemple, mais finalement, on devrait dire numérique, si on utilise le vocabulaire français. C'est quelque chose en communication, on a beaucoup de mots anglais, et typiquement, moi, c'est le premier frein auprès de mes clients. Les TPE, ils en ont marre qu'on leur parle anglais. Il y a aussi ça, il y a l'aspect « je comprends pas ». Et puis, il faut que ce soit clair pour eux. Donc, dans la charte, il y a essayé de parler français. Et si le mot n'existe pas, parce qu'on a beaucoup de nouveaux mots, et ben au moins l'expliquer. Qu'est-ce qu'on cache derrière ce mot? C'est aussi la transparence contractuelle. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Les droits d'exploitation, les droits d'auteur, les droits à l'image, on a un devoir de leur expliquer. On ne peut pas dire ils avaient qu'à savoir, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un petit peu facile pour les non-sachants, entre guillemets. Alors je mets des guillemets là-dedans, mais parce que nous-mêmes on connaît pas toutes les lois, on peut pas connaître tout, parce qu'un communicant on peut pas être sur tous les secteurs d'activité. Mais en tout cas, on a une responsabilité si on connaît pas, si on sait pas, de se poser les questions. Après, je pense aussi quand même que les clients et les entrepreneurs ont aussi une responsabilité. Souvent, on nous dit « Ah, mais moi, j'y comprends rien, je veux pas m'en occuper. » Tu donnais l'exemple avec les noms de domaine en disant « je veux pas m'en occuper, je veux pas le réserver. » Ce qui peut te mettre en porte-à-faux si tu réserves à la place de ton client. Mais on doit aussi être responsable et dire « J'y comprends rien. Ok, c'est normal, au même titre que moi, je pourrais pas aller faire de la mécanique auto. Mais par contre, je vais aussi demander. » Voilà. Donc on réfléchit à tout ça et l'idée c'est de peut-être aller vers un label aussi à terme si on arrive à faire les choses étape par étape. Bravo. C'était un gros bonus. Hein. C'était un gros bonus. Faut pas nous lancer. Je vois bien. Et moi malheureusement je suis obligé de faire attention à tout ça. Mesdames et messieurs, j'espère que tout ça a été très intéressant pour vous. Si vous avez envie de contacter mes invités aujourd'hui, n'hésitez pas, vous allez sur la plateforme carbao.net, vous pouvez les retrouver sur cette plateforme et leur envoyer un petit message de félicitations, parce que leur prestation a été excellente, mais surtout si vous avez besoin d'eux, ils sont là pour répondre à ces besoins. On vous salue encore après ce petit bonus et on vous dit à très bientôt sur la Carbao TV. Au revoir.